figure, certaines compositions à l'intérieur de la composition. Je pense qu'elle peut bien rentrer dans la série vécu d'architecture, quoi. L'architecture en vie. Comme travail accompli, c'est un magnifique portrait. Comme tu en as fait d'ailleurs dans la photo humaniste aussi, dans tes voyages. Oui, il y en a quelques-unes. Ouais. Par exemple, matérialiser l'effort physique. Oui, c'est ça, c'est aussi le contraste entre la finesse du travail, la précision, et puis la démesure du chantier, sa brutalité, le bruit, tout ça. Des gens qui sont capables de prendre des risques invraisemblables. J'ai fait cette photo, il faut savoir quand même que c'est au dernier étage de la tour Oxygène. L'ascenseur n'était pas encore en place. En fait, quand j'étais enfant, gamin et adolescent, je dessinais beaucoup. J'étais passionné de dessin, et en particulier de dessin humoristique. Mon héros de l'époque, c'était Jean-Jacques Sampé. Je découpais tous ses dessins dans les revues que mes parents achetaient chaque semaine. J'en ai encore d'ailleurs les cahiers que je retrouve. Et comme je dessinais bien, une amie peintre de mes parents m'a dit « Oh, Gilles dessine bien, il faudra qu'on en fasse un architecte ». C'est comme ça que je suis rentré à l'école d'architecture, en sachant d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément un rapport évident entre savoir dessiner et savoir être un bon architecte. Alors quand je suis rentré à l'école d'architecture, en fait c'est vrai que les études m'ont passionné, mais il faut dire qu'à cette époque, l'école d'architecture, l'architecture venait juste de se séparer des beaux-arts. Donc c'est devenu un enseignement spécifique et à part entière, mais qui se cherchait. Et la formation s'est beaucoup faite dans les bibliothèques, en travail de groupe et dans les bibliothèques. Et en parallèle, en fait, j'ai découvert la photographie. Alors on a découvert la photographie d'abord dans un but très utilitaire, parce que c'est un outil qui sert beaucoup aux architectes, pour les repérages des lieux, oui, essentiellement ça, pour faire des repérages, vous photographiez des maquettes, en étudier le volume, voilà, c'était un objet. Mais en parallèle, j'ai découvert la photo aussi, entre guillemets, humaniste et artistique. Et je me suis inspiré de beaucoup de grands photographes, bien sûr comme Henri Cartier-Bresson, ou d'autres photographes humanistes. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et j'utilisais mes temps de non-études à me balader dans les rues de Lyon essentiellement, pour reproduire presque les scènes de rue que j'avais découvertes par le dessin en fait. Et je m'aperçois que les premières photos que je regarde dans mes archives sont très similaires à ce que je dessinais quand j'étais plus jeune. Quand j'ai débuté la photo à l'école d'architecture, je ne faisais pas des photos d'architecture, en fait, je faisais des photos, mes photos personnelles, c'était des photos humanistes. Donc je me suis vraiment inspiré, j'ai beaucoup regardé les photos d'Henri Cartier-Bresson, de Doisneau, de Kertész, plus tard un peu de Koudelka, d'Eliot Erwitt, voilà, de gens comme ça qui m'ont vraiment... J'ai beaucoup regardé leurs livres, leurs expos quand il y en avait. Donc ça a été mes sources d'inspiration. Plus tard, quand je suis passé à la photo d'architecture, après j'ai regardé des choses plus spécifiques, donc des très vieux photographes comme Adjet, par exemple, qui faisait beaucoup de photos urbaines, de photos de rue, dont ça m'a quand même inspiré. Et puis surtout ce que faisait Lucien Hervé, qui était le photographe titulaire et principal de Le Corbusier. J'ai appris les rudiments techniques de la photographie à l'école d'architecture. Il y avait un labo et un studio de prise de vue. On pouvait développer ses photos soi-même. Donc j'ai appris les rudiments techniques, le diaphragme, vitesse, sensibilité, comme ça, développer un film. Mais je l'ai beaucoup appris d'abord avec des copains. On était plusieurs à être passionnés par ça, donc on avait monté un petit labo dans les combles d'un immeuble qu'on avait un peu squatté, qui avait l'eau courante, donc on a pu monter un petit labo. Je l'ai appris beaucoup dans les revues, je me suis abonné à des tas de revues, à l'époque c'était Zoom, Photo, Chasseur d'images, tout ça. Je passais des heures à lire tout ça et à me former tout seul à la photo. Je m'étais inscrit à un club photo qui s'appelait le club du Château de la Porte à Ternay, où j'ai rencontré des amateurs, mais très doués,
des gens qui pratiquaient la photo avec un très haut niveau. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je les ai rencontrés, ils ont dit « Ah, c'est très bien, les jeunes, allez, venez avec vos tirages 30-40, montrez un peu ce que vous faites, ça nous intéresse. » Donc avec un de mes copains, on avait passé des semaines à faire nos tirages 30-40 sur papier glacé, vraiment chouette, de photos qu'on avait fait d'ailleurs au cours d'un voyage au Portugal. Et on est arrivé à une réunion devant ces membres du club, où il y avait 2-3 photographes vraiment qui étaient bons, et notamment le président du club, dont je ne me souviens plus le nom, je m'en excuse, qui a sorti un gros marqueur et des ciseaux et qui nous a dit « Ah bah là, dis donc, c'est super, ton tirage, c'est vachement bien, mais enfin, si tu le recadrais comme ça, avec tu coupes, etc. » On était effondrés, parce qu'on avait passé des heures à faire nos tirages, mais en fait, il nous a fait beaucoup progresser pour savoir cadrer, composer, aller à l'essentiel sur un sujet, vraiment éliminer tout ce qui sert à rien dans une image quand on veut raconter quelque chose. Je suis sorti de l'école en 1978 et je me suis associé avec un de mes copains de l'école. On a monté une petite agence d'archi où on a eu quelques salariés, on faisait des concours, on essayait de travailler comme ça. Mais je n'avais pas du tout idée d'être photographe d'architecture. Je faisais de la photo pour moi, pour ma passion. Sur les photographes de rue, dans les traboules à Lyon, sur les marchés aux puces. Ça me passionnait, j'y allais tous les week-ends, etc. Mais je n'avais pas idée d'être photographe d'architecture. Je faisais des photos de nos propres projets. J'illustrais notre propre projet d'architecture. Mais je m'en servais en parallèle dans mon métier comme outil. Donc je n'avais pas du tout idée d'être photographe d'architecture. Donc j'ai pratiqué en tant qu'architecte pendant 17 ou 18 ans à peu près. Mais progressivement, j'allais dire que les conditions d'exercice de ma profession, pour moi, ne correspondaient plus à ce que j'en attendais. Et donc, en 1995, fin 1995, j'ai décidé donc d'arrêter mon métier d'architecte et de me consacrer à la photographie et, pour être pragmatique, à la photo d'architecture en particulier, parce que je connaissais bien à la fois, enfin je connaissais bien, je prétendais au moins connaître un peu la photo d'architecture et je connaissais le milieu des architectes et des acteurs de la construction, les promoteurs, les entreprises, les maîtres d'ouvrage publics et privés. Donc j'avais un potentiel de clients à essayer d'exploiter et je me suis donné au moins 1 an pour essayer de voir si j'étais capable de travailler dans ce milieu. Donc je me suis lancé. Et j'ai tourné, et j'ai fait de la photo d'architecture pendant plus de 20 ans, 22 ans. Et j'ai en tout cas une reconnaissance dans ce milieu qui a assez bien fonctionné. Ça a étonné beaucoup de gens, y compris ma famille, mes amis, en disant « Mais tu laisses une profession d'architecte ?» à finalement un travail de presse-bouton, quoi, voilà. Donc ça a étonné mes confrères, c'est vrai, en me disant voilà, on t'a connu à l'école. En plus, j'avais été prof à l'école d'archi pendant 5 ans. Donc certains de mes anciens élèves étaient devenus architectes, avec qui j'ai pu travailler d'ailleurs, et qui ont été très très surpris en me disant mais attends, pourtant dans le métier, tu avais quand même une certaine reconnaissance, pourquoi t'arrêtes, quoi. Ça a surpris beaucoup de gens, c'est vrai. Alors techniquement, comment je faisais de la photo d'architecture, j'ai démarré à l'époque où il n'y avait pas encore le numérique. Donc je travaillais en argentique et je faisais de la photographie avec une chambre, ce qu'on appelle une chambre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces gros appareils avec un soufflet qui permettent de dissocier le plan de vue du plan de captation de l'image et qui permettent de redonner une perspective agréable à l'œil sur le bâtiment. Quand on regarde un bâtiment, par exemple, en contre-plongée, on le voit droit, mais l'image, elle est avec une perspective fuyante vers le haut, ce qui est extrêmement désagréable, en tout cas sur la présentation de la photo. Donc c'est travailler avec une chambre, c'est les mouvements qui permettent de dissocier le plan focal du plan de réception de l'image, du plan image, permettent justement de redresser ces verticales et de redonner un aspect agréable au bâtiment. Donc c'était avec une chambre en argentique, avec des formats relativement grands, mais onéreux.
Après, j'ai travaillé avec une chambre d'un format un peu plus petit parce que les films étaient assez suffisamment performants pour qu'on puisse faire des agrandissements importants, mais qui utilisait du film en rouleau. Une chambre donc de format 6:9. Et je travaillais comme ça. Et puis le numérique est arrivé, ça c'était dans les années 1900, peut-être juste au seuil des années 2000. Alors il était balbutiant, les capteurs étaient de petits formats, les optiques n'étaient pas adaptées, donc on le mettait un peu de côté, on faisait que quelques reportages un peu j'allais dire, rapides ou de repérage. Mais peu à peu, le numérique s'est perfectionné. Et je me suis équipé donc de boîtiers avec des performances nettement supérieures et surtout des objectifs qui permettaient de reproduire les mouvements de la chambre que j'utilisais quand j'étais en argentique. Donc après, j'ai effectivement abandonné l'argentique, en tout cas dans ma production professionnelle et dans mes photos de commande, pour ne travailler plus qu'en numérique avec des gros boîtiers numériques et les optiques adaptées à ça. La photographie d'architecture, c'est une photographie qui se prépare beaucoup, c'est une photo de patience, c'est une photo de beaucoup d'observation en tout cas un reportage se prépare. Et je préparais mes reportages par des repérages sur le terrain si je pouvais y aller, mais bon, souvent c'était trop éloigné, donc par des recherches photographiques qu'ils avaient fait sur les chantiers, sur les plans, sur les orientations, et j'utilisais d'ailleurs beaucoup d'outils que j'avais pu acquérir quand j'étais architecte ou pendant mes études d'architecture. Par exemple, pour connaître la direction du soleil en fonction de l'heure et de la saison. Donc il existe par exemple des diagrammes d'ensoleillement qui sont des espèces de schémas qui donnent les directions du soleil à toutes les heures de la journée, à tous les mois de l'année. Et ça me permettait de les superposer ce qu'on appelle les plans masse, c'est-à-dire un plan d'ensemble d'un architecte, pour comprendre à quel moment le bâtiment allait être éclairé. Et selon le type de bâtiment, si je voulais des vues à contre-jour, ou des vues rasantes, ou des vues pleine face, ça me permettait de m'orienter sur la saison et sur les meilleures heures possibles pour les photographier. Et puis après il n'y a pas que l'orientation, hein. Il y a l'environnement, il y a les données météorologiques, à quel moment on va faire des photos dans la saison, mais aussi dans la journée. Enfin, j'allais jamais à l'improviste sur un site comme ça en disant qu'est-ce que je vais faire avec quel appareil. Je préparais mon matériel en conséquence sur le type de matériel que j'utilisais, ce qui est un peu spécifique des photos d'architecture. Et puis quand sur place, on ne trouvait pas du tout l'environnement qu'on avait imaginé à travers les photos de chantier ou à travers les dessins, exceptionnellement, on avait affaire à de la retouche, ou que les conditions météo n'étaient pas du tout ce qui était prévu, avec un ciel chargé, très moche, etc., parce qu'on attend toujours des beaux ciels sur les photos d'architecture. Donc petit à petit, je m'étais constitué comme ça des outils. J'avais une bibliothèque de plusieurs centaines de ciels, bleus, gris, à contre-jour, avec des nuages, sans nuages, qui me permettait, après quand je revenais sur place et que j'avais fait plusieurs centaines de kilomètres pour me déplacer et que j'avais pas du tout trouvé ce que je voulais, ou que le promoteur m'avait dit les abords sont faits, les pelouses sont semées, c'est nickel, etc., et que j'arrivais, c'était encore de la terre. Donc je m'étais fait des bibliothèques de ciel, des bibliothèques de pelouse comme ça, et là effectivement j'avais affaire, je faisais de la retouche sur mon ordinateur avec des logiciels bien connus qui permettent de faire de la retouche et de livrer des photos qui paraissaient faites dans des conditions optimales. Alors moi, la retouche, j'ai un point de vue particulier sur la retouche. Sur mes photos personnelles, je ne retouche pas. Je me contente de faire un développement de mon fichier numérique comme on le faisait en argentique, c'est-à-dire travailler uniquement le contraste, l'équilibre de la couleur, l'éventuel recadrage, mais ça s'arrête là. La retouche numérique ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Et il n'existe pas de reportage sans des impondérables. J'ai un exemple particulier. Un de mes gros clients m'avait demandé, qui a participé à la construction de la salle 3000 à la Cité internationale,
m'avait demandé donc de trouver une très belle photo de toute la Cité internationale avec la salle 3000 au premier plan sur les quais du Rhône. Donc j'avais fait mes repérages en me disant mais il faut que vraiment le seul point de vue vraiment bien c'est sur le pont de la SNCF où passent les TGV. Si on fait une demande à la SNCF, ils vous accordent l'autorisation mais ils vous fixent une heure et une date qui correspondent en général jamais aux conditions optimales de lumière au moment de la journée ou de la saison. Un matin du printemps du mois de mai, je ne sais plus exactement de quelle année c'était, mais la salle 3000 venait d'être construite. Et je passe devant la Cité internationale, je me dis c'est exactement la lumière qu'il me faut ce matin. Je suis remonté à pied avec le minimum de matériel, c'est-à-dire un boîtier, les optiques qu'il fallait. Et j'ai enjambé les barrières assez hautes d'ailleurs, donc je suis passé par-dessus les barrières de la SNCF, je suis remonté les talus et je me suis retrouvé sur les rails de la SNCF où passent toutes les lignes de TGV qui vont de Lille à Marseille. J'ai fait mes photos, ça a duré quelques minutes, et puis j'ai vu arriver au loin 2 agents de la SNCF. J'avais qu'une trouille, c'est qu'ils me prennent ma carte, j'étais en numérique à l'époque, effectivement, qu'ils me prennent ma carte et qu'ils me suppriment mes photos. En fait, ils s'en moquaient totalement de ça. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'il n'y ait personne sur les voies de la SNCF et les voies du TGV, parce qu'ils redoutent les suicides, ils redoutent le terrorisme, etc. Donc ils m'ont arrêté. Et on a remonté les lignes de la SNCF pendant à peu près 1 kilomètre. Et au bout, il y avait donc la possibilité de traverser en toute sécurité les voies. Sauf qu'il y avait donc la police qui m'attendait et qui m'a emmené au commissariat de Caluire, sur la colline, où j'ai été mis en garde à vue. N'exagérons rien, mais en tout cas tenu pendant un bon moment dans une pièce tout seul. Puis le commissaire est venu me voir. C'était un jeune commissaire qui était plutôt sympathique. Et on s'est mis à parler photo et je lui ai expliqué un peu mon métier, comment je travaillais, comment j'étais obligé de prendre des risques, de passer outre certaines autorisations, pour ramener une photo qu'on ne peut pas faire, que les autres ne peuvent pas faire. C'était mon métier. Donc il s'est intéressé à ça. Et puis il m'a dit, bon écoutez... Maintenant, c'est dans les mains de la SNCF. Hein, s'ils portent plainte, si un usager qui a pris du retard, parce que j'avais bloqué quand même toutes les lignes de TGV de Lille à Marseille pendant 20 minutes. Donc, j'étais quand même pas très bien, c'est vrai. Donc, il m'a dit, si la SNCF pose réclamation, effectivement, là, vous avez intérêt d'avoir un bon avocat. Donc j'en ai parlé à mon client qui était une grosse entreprise, heureusement, qui avait dit de toute façon on mettra notre service juridique pour vous aider si ça se produit. En fait, j'ai jamais eu de plainte de la SNCF, donc j'avais ma photo, qui est une photo que je suis probablement le seul à avoir. Voilà, et qui a satisfait mon client. Mais alors pour continuer dans l'anecdote, il y a quelque chose de très drôle dans ça, comme quoi c'est pas toujours dramatique. Après avoir passé une heure et demie dans ce commissariat, j'ai récupéré ma voiture et je partais faire un reportage dans la Drôme. Et pendant mon trajet, mon téléphone a sonné. « Allô, monsieur Aymar, je suis le directeur du musée de Romans. Et j'ai appris par la conservation du patrimoine que vous alliez faire des reportages et vous allez passer par un village dont j'ai absolument besoin d'une prise de vue. Il y a une perspective sur le village vraiment que je voudrais absolument avoir pour le musée. Vous allez vous arrêter dans le village. Et voilà. Et le meilleur point de vue, c'est qu'il faut monter sur le pont de la SNCF. Vous avez une perspective impeccable. » Donc je lui ai raconté mon truc en disant, écoutez, là non, 2 dans la même journée, je crois que je risque le serial photographe, là, risque de me faire... Il m'a dit, mais non, mais c'est une toute petite ligne, vous inquiétez pas, etc. Essayez, voir ce que vous pouvez faire. Donc j'ai traversé le village, je me suis arrêté, je me suis garé. Je suis monté sur les voies de ce chemin de fer, effectivement, c'était une toute petite ligne de banlieue. J'ai vite fait ma photo dans la perspective et je suis reparti. En ayant très peur de me faire arrêter une deuxième fois, mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Quand je faisais un reportage d'architecture sur un bâtiment, la demande de l'architecte était assez différente de la demande du promoteur.
L'architecte, lui, il voulait qu'on montre le bâtiment sous ses plus beaux angles, ses plus beaux aspects, sa plus belle lumière, ses plus belles volumétries, etc. Et essayer de faire comprendre ce qu'il avait conçu. Alors que le promoteur, effectivement, s'était destiné à faire vendre directement. Donc ce n'étaient pas les mêmes photos qui étaient demandées. Il y a des photos qui étaient plus proches de la publicité, alors que les photos, ce qu'attendaient les architectes, même si c'était pour se vendre, c'était plus pour montrer vraiment leur savoir-faire, ce qu'ils avaient été capables de faire en termes de volumétrie, d'intégration dans un paysage. Voilà, c'était plus à ce niveau-là. Donc en fait, je faisais presque un reportage plus large et je distribuais mes photos en fonction de la demande et ce qui m'était demandé. Je faisais des editings différents. Voilà. J'ai pratiquement toujours fait, que ce soit dans les suivis de chantier ou dans les reportages d'architecture, c'est d'avoir presque mon deuxième boîtier à côté de moi, ou en tout cas un deuxième œil, où je m'intéressais particulièrement soit à la dimension purement abstraite d'un bâtiment, ou ce que je pouvais en extraire, soit à la dimension humaniste, c'est-à-dire qui l'habite, qui l'a construit, qui le fait, pourquoi il existe, pourquoi il a été créé. Ça, je l'ai particulièrement fait sur les chantiers, où on me demandait des reportages et des suivis de chantier assez techniques sur l'évolution d'un bâtiment, l'évolution des techniques particulières. Donc j'étais mandaté pour ça, sur des suivis de gros chantiers. À Lyon, j'en ai suivi plusieurs, comme les Tours par exemple. Mais en parallèle et en off, alors soit avec un deuxième boîtier, soit parce que je faisais du noir et blanc d'un côté, en argentique, enfin voilà, peu importe les techniques. Mais j'avais toujours un œil sur la technique et sur la commande qu'on me demandait, et un œil sur, par exemple, les gens qui construisaient sur les chantiers, leurs attitudes, l'expression de leur savoir-faire, la fatigue, leur œil. Ça m'intéressait particulièrement d'avoir ce côté vision de l'homme, dans le bâtiment, dans l'architecture, soit dans sa construction, soit dans son utilisation. Donc je le faisais toujours en parallèle, ça. Après, pourquoi on travaille en noir et blanc ou en couleur? En fait, moi j'ai appris en noir et blanc, et je dessinais beaucoup, et en fait, j'ai retrouvé avec le noir et blanc le dessin. D'ailleurs, c'est ce que dit Henri Cartier-Bresson, qui, quand il a arrêté la photo, il faisait plus que du dessin. Ça a été toujours un très bon dessinateur. Et il disait effectivement, quand je dessine, j'ai un crayon et un papier, et quand je fais de la photo, je dessine toujours avec un appareil photo. Et il faisait de la photo qu'en noir et blanc, bien sûr. Donc pour moi, ça s'associait, le noir et blanc, au dessin, à la photo ça pour cerner l'essentiel d'un sujet, ce qu'on veut raconter, pas être perturbé par sa couleur. Ça n'est que mon point de vue, hein. Donc, par contre, j'ai travaillé en couleur, en photo professionnelle, sur mes photos qui m'étaient demandées, parce qu'on me demandait de la couleur pour illustrer l'architecture. Il est passé dans les revues, dans les bouquins, sur les sites internet. Donc, pour moi, j'associais plus la photographie couleur à de la photographie professionnelle, de commande, à la photo noir et blanc, à une photo personnelle et entre guillemets artistique. J'ai été extrêmement touché, fier et content quand les archives m'ont contacté dans la personne de Mourad Langri, que j'avais croisé un jour lors d'un vernissage de l'expo d'un de mes copains. Il m'avait dit « Ah Gilles, on s'est connus, etc. Ça serait bien qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, mais je te contacterai un jour, compte sur moi. » Mourad Langri est quelqu'un de très très fiable, et il m'a contacté effectivement quelques mois ou quelques années après, je ne sais plus, pour me dire « Voilà, on a décidé de t'exposer comme photographe d'architecture. » La photo d'architecture a pris quand même une très grosse place dans ma carrière, entre guillemets, aussi bien professionnelle que personnelle. Et donc, petit à petit, l'expo s'est construite comme ça.
où on pouvait montrer de l'architecture, mais aussi des gens dans l'architecture et tout ce côté de photo humaniste qui me passionne toujours. Alors ça s'est traduit au niveau de l'architecture par toutes les photos des hommes au travail, où j'en ai fait beaucoup. Pratiquement tout le temps, j'y pensais à ça, enfin, les hommes au travail, chaque fois que j'étais sur les chantiers. J'en ai d'ailleurs fait un petit livre là-dessus qu'on peut consulter. Mais cette expo m'a permis de retracer finalement à peu près une 50aine d'années de photographie depuis les premières photos humanistes que j'ai pu faire en voyageant au Portugal. C'est parti de là, petit à petit il y a eu des photos d'architecture, des photos personnelles d'architecture que j'ai pu exposer avec quelques confrères, notamment à Lyon. Voilà, sur mon interprétation personnelle des bâtiments que je trouvais intéressant à voir au niveau du patrimoine, au niveau de la ville de Lyon. Moi, je suis né à Lyon, j'ai toujours adoré cette ville, j'y ai toujours travaillé, et de la mettre en valeur par certaines photos d'architecture. J'étais très fier de pouvoir donc avoir l'occasion d'exposer tout ça par le biais des archives. Donc il a fallu organiser tout ça, parce que c'était un peu en vrac, organiser tout ça en thématique, et à l'intérieur de chaque thématique, faire des choix, puisqu'on est passé de, je ne sais pas compter, mais plusieurs milliers de photos à donc 130 photos qui vont être exposées à travers des tirages. Et puis, ce qu'on n'a pas exposé, finalement, on m'a proposé d'en faire des diaporamas pour, en gros, montrer les photos auxquelles vous avez échappé. Au bout du compte, je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'assez cohérent et qui, en tout cas, me comble. Alors, une fois que les choix d'images ont été faits, il a fallu choisir un visuel qui exprime cette expo. Alors, il y a une photo que j'avais faite dans des conditions assez difficiles, qui étaient les photos des galeries d'écoulement des eaux de l'écluse du barrage de Reventin-Vaugris. J'avais été missionné par la CNR, Compagnie nationale du Rhône, pour faire un reportage sur le nettoyage des écluses, parce qu'elles sont vidées à peu près une fois par an, maximum. Quand on est tout en bas, on est donc 18 mètres sous le Rhône, sur la hauteur de l'écluse. Et puis, on m'a montré comment, en fait, l'eau arrivait pour remplir l'écluse, ou comment elle a été évacuée. En fait, il y a des galeries en béton latérales qui permettent ça, qui sont donc 364 jours sur 365 pleines d'eau et de poissons. Et donc j'étais descendu là. Donc je suis rentré là-dedans parce qu'il y a quand même une porte d'accès. C'est sublime ce qu'il y a, parce qu'il y a un effet de clair-obscur fabuleux dans cette lumière, dans cette galerie. Et j'avais un appareil argentique, noir et blanc, 24-36, avec une optique, un décentrement, une optique de chambre. Donc c'est tout noir là-dedans, on n'y voit rien. Donc j'ai essayé d'évaluer à peu près le temps de pause qu'il fallait. Je suis arrivé à plusieurs minutes en mesurant les hautes lumières, enfin en me débrouillant avec mon posemètre. Et j'ai fait effectivement une pause assez longue de plusieurs minutes dans cette écluse. Et en fait, la CNR a beaucoup retenu cette photo parce qu'elle était assez inattendue, en tout cas pour eux, parce que c'était une photo de reportage particulière. Mourad m'a dit, c'est cette photo qu'il faut montrer. Alors sur le moment, ça m'a surpris, parce qu'on parlait d'architecture, on parlait de voir vivre l'architecture, donc de l'humain, de l'architecture. Pour moi, je pensais qu'on trouverait plutôt une de mes photos de personnages dans l'architecture, dans une situation particulière. Et finalement, à y réfléchir, je crois que c'était un très bon choix d'avoir une photo qui questionne, qui met en évidence la lumière, du béton, un savoir-faire technique, voilà, que les gens se demandent ce que c'est. Voilà. Donc inciter en fait à découvrir une expo par l'intermédiaire d'un visuel qui donc va servir à l'affiche et à tous les documents de communication de l'expo. Oui, il a été, outre le choix du visuel représentant l'expo et ce qu'elle pouvait résumer, il fallait y trouver un titre. Ça parlait de personnages, ça parlait de vie, ça parlait d'architecture, ça parlait d'humanisme. Et
il a été évoqué plusieurs titres, et finalement, le titre proposé par Laurent a été « Voir, vivre l'architecture ». Et qui m'a un peu surpris sur le moment, mais en fait je crois que c'est un titre qui résume extrêmement bien ce qu'on essaye de voir et de proposer dans cette exposition, c'est-à-dire à la fois de l'architecture de manière descriptive, de manière abstraite, par sa lumière, par sa forme, mais aussi par son utilisation, par les gens qui l'habitent ou qui la conçoivent. Donc finalement ce titre, je trouve, résume très bien. Et c'était une très bonne idée de proposer ce titre que j'ai complètement adopté maintenant, « Voir vivre l'architecture ».